Bien, mais il est 10 heures, donc nous sommes pour l'instant 8, peut-être d'autres personnes vont nous rejoindre. Tout d'abord, merci à toutes les personnes qui sont présentes et en particulier à Sylvaine Lemeyer qui est donc chercheuse, alors je vais bien dire chercheur en économie du développement au CIRAD Sup Agro de l'Université de Montpellier 1. Et merci à Jean-Éric Florin, qui est directeur de France Active Midi-Pyrénées Active Occitanie. Donc, merci à vous d'être présents. Je vais me permettre de resituer pourquoi nous faisons ce webinaire. Donc, le Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie est impliqué dans un dispositif public qui s'appelle Toulouse Impact. Et dans le cadre de cette implication, on propose depuis décembre, depuis l'année dernière en fait, plusieurs séries de webinaires. Donc c'est la deuxième. Et l'idée autour de l'impact social, d'utilité sociale, et l'idée c'est réellement de, à partir du concret, à partir des visions, d'échanger sur les pratiques et de voir ce que produit la question de l'évaluation de l'utilité sociale, l'impact social. Alors, on accole toujours du côté du MES Occitanie les deux notions parce qu'elles nous semblent intéressantes à explorer et très conjointes au final. Donc, c'est un exercice réellement d'échange de pratiques. Par ailleurs, le mouvement pour l'économie solidaire est aujourd'hui impliqué sur un programme européen qui s'appelle Devisus et qui va nous permettre sur l'année 2022-2023 d'échanger avec d'autres partenaires en Europe autour de ces notions-là. Voilà, on vous en parlera peut-être un peu plus tard, mais donc c'est un projet auquel on tient beaucoup, qui est d'abord un projet mobilité. Et le but, c'est d'aller vers un projet européen plus conséquent, Erasmus Clé 2, bien sûr, pour, je dirais, approfondir ces notions qui sont si importantes. Alors, peut-être qu'avant qu'on démarre et que chaque personne, chaque intervenant puisse se présenter plus en avant et donc exposer son point de vue, je vous propose de faire un tout petit tour de Zoom, puisque ce n'est pas une réunion physique, et de vous présenter, si vous le voulez bien, parmi les personnes qui se sont jointes à nous. Donc, si vous voulez vous présenter, donc je vois dans ma liste plein de personnes, Florence Leray, je n'ai pas tout le monde. Ah, voilà. Si vous voulez, je commence. Par contre, je suis désolée, je ne vais pas mettre la caméra non plus parce que j'ai une faible connexion Internet. Donc, ce sera soit le son, soit la vidéo. Donc, on garde le son. Alors, oui, donc je m'appelle Florence Leray et en fait, moi, je suis en reconversion professionnelle. Et donc, pour pouvoir évoluer, mon but est d'évoluer dans le domaine de l'économie circulaire et donc qui est très lié aussi à l'ESS. Et dans le cadre de cette reconversion, je fais un stage dans l'association qui s'appelle La Boîte à Utiles, qui est aussi en cours de développement et qui a pour but en fait de prolonger la durée de vie des appareils de petits électroménagers et proposer de la réparation et un service d'échange et qui souhaite aussi s'inscrire donc dans l'ESS par ses participants et par voilà, les personnes qui évolueront autour de ce projet. Et moi, dans le cadre de ce stage, je fais notamment une étude d'impact, alors d'impact environnemental, mais également le but, c'est de faire aussi une étude d'impact social, d'où ma présence aujourd'hui dans ce webinaire. D'accord. Voilà. Est-ce qu'une autre personne veut s'exprimer? Alors, Emmanuel Bouissou, j'ai passé 30 ans dans les centres sociaux. C'est une notion, l'impact social, qu'on a beaucoup étudié dans les centres sociaux et qui m'intéresse toujours parce que c'est vrai que ça nous permet une reconnaissance par rapport aux institutions. C'est pour ça que je me suis inscrit à votre webinaire. Voilà. Merci. Une autre personne éventuellement? Non? Très bien. Natacha, tu peux te présenter rapidement peut-être? Oui. Alors, donc moi, je suis Natacha Maillard, en service civique au Mouvement pour l'économie solidaire Occitanie. Voilà, et Natacha est sur un pad, donc je vais peut-être te demander le lien. Ouais, peut-être tu peux le remettre encore, si peut-être que tout le monde n'était pas là.
Voilà. Donc, il y a un pad. Si vous voulez laisser des coordonnées sur ce pad, même des réflexions, vous pouvez le faire. Voilà, c'est un outil que vous pouvez utiliser, ou le fil de conversation si vous vous sentez plus à l'aise. Donc, je vous propose, il est 10h05, surtout, on est dans l'interactivité, hein, c'est comme si on se voyait. Donc, n'hésitez pas à poser des questions aussi à nos intervenants. Le principe, c'est, bon, ils vont se présenter un petit peu mieux que je ne l'ai fait, c'est qu'ils puissent exposer leur point de vue, leur pratique, et ensuite, on va réserver un temps d'interaction avec vous, de questionnement. Donc, chaque intervenant a à peu près 1 heure. Alors, je vais juste leur demander, donc à Sylvaine et Jean-Éric, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une contrainte horaire et qui souhaite passer en premier? C'est Jean-Éric, non? Oui, moi je serais obligé de vous quitter vers 11h15, 11h30, parce que j'ai un autre engagement que je n'ai pas réussi à décaler. D'accord. Après, je ne suis pas sûr de pouvoir parler pendant 1 heure. Enfin, j'ai un certain nombre de choses à dire, donc l'interactivité me va très bien. D'accord. Sylvaine, si ça vous va, il commence. D'accord. Donc, Jean-Éric, à toi la parole. Et on va prendre des notes pendant ce temps. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, je suis Jean-Éric Florin, je suis le directeur de France Active MPA Occitanie, qui est un membre du mouvement France Active national. Ce que j'avais envie de faire pour peut-être mieux comprendre la manière qu'on a aujourd'hui d'exprimer notre position par rapport à cette question de l'évaluation de l'impact social, c'est de reprendre 2 mots d'histoire. Rassurez-vous, je vais aller très vite, mais il me semble que ça permet de mettre en perspective la manière dont on le comprend aujourd'hui. Donc, France Active, c'est un mouvement qui est né à la fin des années 80, qui s'appelait pas mouvement à l'époque, qui s'appelait Réseau, qui s'est déployé progressivement sur le territoire national. Autour d'une question centrale à l'époque qui était la question de l'emploi ou la question du chômage. Et donc, avec dans cette période-là, le développement du chômage de masse qui était un peu antérieur, mais je pense la prise de conscience que c'était une situation qui allait perdurer. Et donc, il fallait réfléchir à des réponses structurelles à cette question du chômage de masse. Et donc, France Active est née plutôt sur une entrée, d'abord sur une entrée emploi, et plutôt sur une question, comment est-ce qu'on peut apporter des solutions à ces demandeurs d'emploi. La première réponse, ça a été la création d'entreprises. Autour de l'idée qui reste centrale chez nous, ou qui reste essentielle chez nous, les personnes qui sont au chômage sont porteuses de capacités, de richesses, de capacités de mobilisation, de créativité. Et donc, la création d'entreprises peut être une solution pour ces personnes, puisque l'emploi salarié leur est bouché, leur est interdit pour un certain nombre de raisons que je ne peux pas développer ici. Et donc, l'action de France Active, c'est d'abord centré sur l'accompagnement de ces personnes, notamment l'accompagnement financier, avec un point très important qui le reste encore aujourd'hui, l'accès au financement. Et donc, France Active a développé des outils, des manières de faire pour renforcer, faciliter l'accès au financement de ces personnes. Assez rapidement, la solution, entre guillemets, création d'entreprise, voilà, on a compris que c'était pas forcément la panacée, qu'il y avait un certain nombre de personnes qui pouvaient créer une entreprise, mais d'autres personnes dont c'était pas forcément la vocation. La création d'entreprise, c'est quand même un parcours assez difficile, assez compliqué. Et donc, c'est rapidement ouvert à l'accompagnement financier toujours de structures dont la vocation, dont l'objet social était la création d'emplois pour des personnes qu'on appelait encore des fois des personnes en difficulté, en tout cas en précarité.
Et donc, le deuxième axe, ça a été le soutien du secteur de l'insertion par l'activité économique et par contagion, je dirais, le soutien à un certain nombre de structures, notamment associatives, qui incorporaient dans leur raison d'être, dans leur objet social, cette question de la création d'emplois. Au milieu des années 2000, il y a eu une deuxième évolution importante, puisqu'on avait construit un certain nombre de manières de faire, d'outils, et notamment d'outils de collecte de l'épargne solidaire pour rassembler des capitaux et se mettre au service de notre projet. La prise en compte de manière beaucoup plus importante et explicite de la question financière, et notamment de la finance solidaire. Et donc, cette évolution a amené France Active à se positionner comme financeur solidaire en disant notre deuxième mission, notre première mission reste l'emploi, c'est un socle fondateur, mais il y a une deuxième mission qui est de mettre en œuvre les circuits financiers au service d'autre chose que de la finance pour elle-même, mais au service de l'emploi d'abord, mais aussi plus largement l'utilité sociale. Donc, ça a été la première révolution au sein de France Active de se positionner comme financeur solidaire au service de l'emploi. Donc, on le voit dans la baseline de l'époque, notre logo avec la ligne en dessous qui disait financeur solidaire pour l'emploi. Vers 2015-2016, il y a eu une deuxième révolution qui est en train de continuer à s'ancrer aujourd'hui. On est dans cette phase-là. L'emploi, toujours essentiel. La finance solidaire au service de l'emploi, mais une prise en compte de problématiques beaucoup plus larges. Et donc, ça a donné cette formulation, l'entrepreneuriat engagé. Aujourd'hui, c'est notre manière d'exprimer notre but et donc aussi notre utilité sociale, autour de l'idée que cette question de l'emploi ne pouvait pas être déconnectée de plein d'autres problématiques sociétales, et que l'entreprise pouvait être, c'est pas le seul endroit, mais que l'entrepreneuriat devait être peut-être un moteur de transformation sociale, pour peu que ces entreprises incorporent d'autres choses que le profit dans leur projet, dans leur objet social. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus et on a construit une manière de poser notre action en disant notre but, c'est de favoriser, permettre de se développer, permettre d'émerger des entreprises, des entrepreneurs engagés. Alors, aujourd'hui, l'entrepreneur engagé, il est un petit peu mis à toutes les sauces. On le voit partout, à tort et à raison, à temps et à contre-temps. Nous, ce qu'on veut dire, fondamentalement, c'est que l'entreprise structure le monde dans lequel on est. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Les entreprises structurent notre société, depuis Google, Amazon, Air France, la SNCF, jusqu'à le plombier, l'épicier. Voilà, ça façonne notre vie quotidienne. Et là-dedans, on constate qu'il y a des entrepreneurs, il y a des entreprises, il y a des manières d'entreprendre qui produisent des effets positifs sur notre monde. Voilà. D'autres, d'après nous, négatifs, mais ce n'est pas de ça qu'on s'occupe. On s'occupe des entreprises qui produisent des effets positifs. Alors, ces effets positifs, on est allé plus loin en voulant les caractériser avec un outil qu'on a créé et qu'on utilise, qui s'appelle le révélateur d'engagement. Pardon, juste je fais une petite pause là, j'ai fini
ma présentation un peu historique, mais il me semble que ça permet de comprendre comment aujourd'hui on pose cette question de l'utilité sociale à travers une prise en compte progressive, un élargissement progressif de la prise en compte des critères d'utilité sociale. La manière dont on exprime les choses aujourd'hui ne contredisent pas, d'après moi, notre histoire, mais au contraire incorpore en l'élargissant, en l'enrichissant au fur et à mesure de l'évolution de la société, d'évolution des problématiques, mais aussi de notre propre prise de conscience des enjeux. Voilà, donc je ne sais pas si aujourd'hui on a abouti à la plénitude de ce qu'on voulait faire, mais en tout cas aujourd'hui quelque chose qui est posé de manière plus large. Alors, l'engagement, de quoi on parle quand on parle d'engagement? Je vais essayer de vous partager un document, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez. On a construit la notion d'entrepreneur engagé pour nous. Alors, pardon, je ne l'ai pas dit, mais c'est nous qui avons décrété qu'on appelait ces gens-là des entrepreneurs engagés. C'est par leur choix, ils s'y reconnaissent. C'est pas une appellation qui revendique particulièrement. C'est pas très grave. Ça n'est pas un label au sens, c'est pas une manière de mettre un tampon sur des entreprises, c'est plutôt une manière d'approcher la dynamique qu'il y a au sein des entreprises. Donc, on l'a construit autour de ce qu'on appelle les 5 piliers, l'emploi, le territoire, le projet social, l'écologie, la transition écologique et la gouvernance. Donc l'emploi, avec ce que je viens d'expliquer, vous ne serez pas surpris. Pour nous, ça reste un fondement, l'accès à l'emploi, autour de questions tout simplement d'égalité. D'égalité des chances, je pourrais le dire comme ça. Donc la première manière qu'on a d'évaluer alors, pas forcément la pertinence, en tout cas notre capacité à accompagner un projet, c'est cette dimension d'emploi, qu'il s'agisse de création d'emploi, qu'il s'agisse par des demandeurs d'emploi, donc on incorpore notre histoire la plus ancienne, qu'il s'agisse d'insertion, de nouvelles qualifications et plus largement d'impact emploi, notamment sur le territoire du projet. Concrètement, ça veut dire que un des premiers filtres qu'on a pour évaluer notre capacité à accompagner un projet, c'est cette dimension d'emploi. Ce que je peux rajouter là-dessus, c'est que quand on dit emploi, on ne dit pas forcément beaucoup d'emplois. C'est-à-dire que on ne va pas différencier a priori un projet sur le nombre d'emplois qui sont créés. Pour nous, la création d'un seul emploi, c'est déjà une victoire. C'est déjà une victoire d'abord pour la personne qui crée son emploi, et puis c'est une victoire tout simplement, une victoire sociétale, de dire là, il y a un emploi qui a pu être créé. Bien sûr, s'il y a des projets qui créent beaucoup d'emplois, ça nous intéresse aussi beaucoup, mais je voulais vraiment spécifier que cette question de volume d'emploi n'était pas un filtre a priori. Le deuxième pilier, c'est le territoire. La vision globale qu'on peut avoir, c'est de dire la manière dont une entreprise, dont un projet entrepreneurial s'insère dans son territoire, dans son environnement immédiat, pour nous est une dimension essentielle. Voilà, je ne sais pas s'il faut le développer plus que ça, c'est relativement explicite. Alors, on l'a précisé autour de 3 dimensions que vous voyez.
Premièrement, la réalité du territoire sur lequel s'implante l'entreprise est pour nous un critère qui peut être discriminant. Alors, on pense, pour parler vite, notamment aux zones de revitalisation rurale, on pense au QPV, on pense aux zones de montagne. Parce que la question de l'égalité des territoires et de la manière dont vivent l'ensemble des territoires est une question qui est importante, essentielle pour nous. La deuxième entrée, c'est comment est-ce que l'activité qui est développée couvre des besoins qui, aujourd'hui, sur ce territoire-là, sont mal couverts ou dont l'activité valorise des ressources qui sont spécifiques à ce territoire et qui vont aller dans une dynamique positive pour le territoire. Et enfin, la dernière dimension, c'est la question des partenariats, c'est-à-dire comment est-ce que le projet entrepreneurial prend en compte la réalité des autres acteurs sur ce territoire, qu'il s'agisse d'entreprises, qu'il s'agisse de collectivités, qu'il s'agisse d'habitants. Pardon, je parle beaucoup d'entreprises depuis tout à l'heure. Je peux me permettre de préciser que pour nous, c'est le fait entrepreneurial qui nous intéresse et que ça ne renvoie pas spécialement à des statuts. L'exemple le plus typique, ce sont les associations loi 1901 que nous, on qualifie, alors bon, ça peut ouvrir à des discussions, mais que nous, on qualifie d'entreprise au sens de démarche entrepreneuriale. Donc, ça ne renvoie pas, quand je dis entreprise, ça ne renvoie pas spécifiquement à des statuts commerciaux. Pardon, je ferme là. Oui. Peut-être une question, Jean-Éric. Donc, cet outil que vous avez ou cette méthode, de ce fait, vous la mettez en œuvre comment? Et est-ce que ça veut dire que c'est dans votre pratique de travail quand vous analysez les dossiers? Est-ce que ça se passe autre? Enfin, quelle est, je dirais, la méthode en fait? On voit bien la finalité, je trouve qu'on comprend bien. Et du coup, voilà, ça se passe comment dans le concret? Alors, concrètement, il y a 3 niveaux d'utilisation de cette grille, de cette grille de critères. Le premier niveau, c'est un projet arrive, on est sollicité sur un projet et donc notre première manière de faire, c'est d'utiliser ce révélateur d'engagement pour voir si c'est notre place d'accompagner ce projet. Du coup, l'outil lui-même, c'est pas ça que je vous présente. L'outil lui-même, sur ces 5 chapitres, une batterie de critères d'évaluation qu'on évalue à travers une note et qui nous donne une physionomie du projet au regard de ces 5 critères. Première chose par rapport à l'utilisation de ce révélateur d'engagement, l'objectif pour nous n'est pas que tous les projets remplissent toutes les cases, saturent toutes les cases au maximum. L'objectif pour nous est de voir si on est fondé à intervenir ou pas. Et par exemple, un projet qui sera très fort en emploi, mais relativement faible sur les autres critères, voilà, on peut tout à fait envisager d'y intervenir. Donc, ça me permet de dire que l'utilisation de ce révélateur d'engagement intègre également une notion de dynamique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peut-être que le projet est essentiellement centré sur l'emploi, mais on sent dans ces potentiels d'évolution d'autres dimensions qui pourraient être intégrées. Et du coup, c'est la deuxième manière qu'on a d'intervenir autour des projets. Ça peut être notre rôle d'accompagner, d'inciter, de sensibiliser, d'inciter, de donner des moyens au projet pour qu'ils puissent développer ces autres dimensions.
par le DLA, par exemple, par le dispositif local d'accompagnement? Soit par le DLA, soit par n'importe quelle autre manière de faire, mais aussi parce que nous, on va avoir cette attention-là dans notre suivi du projet, hein, puisqu'on intervient financièrement en général sur des durées assez longues, hein, en général 5 ans, voire plus, dans une espèce de feuille de route qu'on peut se donner avec l'entrepreneur au démarrage sur les étapes successives en termes de déploiement de ce projet, de cet engagement entrepreneurial. Bon, ça c'est le premier niveau d'utilisation de ce révélateur d'engagement. Le deuxième niveau, c'est il nous permet pardon, j'ai oublié le deuxième, c'est pas grave, je dis le troisième. Il nous permet d'évaluer notre propre action. C'est-à-dire que la compilation des différents révélateurs d'engagement qu'on a utilisés pour chacun des projets dresse une cartographie de notre impact. Et donc, c'est à travers ces mêmes 5 piliers de l'engagement qu'on va pouvoir regarder sur quels axes et avec quel niveau d'intensité on a pu intervenir, et donc ça dessine l'impact de notre action. Donc, c'est au regard de ces 5 critères que, notamment, on écrit ce qu'on appelle notre rapport d'engagement. C'est au regard de ces 5 critères qu'on mène des évaluations, des études d'impact tous les 2 ans. Donc, ces 5 piliers, ils structurent vraiment en fait notre action au quotidien. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Bérénice. Oui, complètement. On te laisse poursuivre. Voilà, donc peut-être un peu rapidement hein, sur la présentation des autres piliers, parce que peut-être qu'effectivement ils sont plutôt explicites. Le troisième pilier, c'est la dimension sociale du projet. Donc là, on est plus typiquement hein, dans le domaine de l'action sociale. Les services aux personnes en fragilité, la question de la réduction des inégalités et la question du lien social. La grande entrée dans notre grille de lecture des projets, voilà, qui est plutôt récente, c'est la dimension écologique, de transition écologique. De fait, c'est une dimension qu'on prenait relativement peu en compte jusqu'à il y a quelques années, on va dire oui, 4-5 ans. Voilà, bon tact. Hein, mais aujourd'hui, et de plus en plus, ça devient une ligne de force essentielle dans notre approche des projets. Je crois que vous comprenez pourquoi. Il était temps. Et notamment, pareil, je ne développe pas plus, hein, mais sur la question, sur l'approche que vous connaissez sans doute, que la transition écologique incorpore, la question de la transition écologique incorpore bien au-delà que de la question purement environnementale. Et enfin, le dernier point, c'est la gouvernance. Peut-être que je m'arrête un petit peu là-dessus. C'est la dimension pour nous essentielle de la manière dont l'entreprise prend en compte, de manière formelle, plus ou moins formelle ou pas formelle, les parties prenantes de l'entreprise. Donc, il y a des statuts qui caractérisent évidemment cette question de gouvernance. Alors, je pense d'abord aux sociétés coopératives, mais aussi aux structures associatives. Mais au-delà de cette question de statut, la manière dont une entreprise, fût-elle avec un statut commercial classique, prend en compte les parties prenantes, alors, au premier rang desquelles, d'après nous, les salariés, hein, mais également les collectivités, mais éventuellement des partenaires fournisseurs, des partenaires clients, dans les pratiques au quotidien de l'entreprise, c'est quelque chose qui nous paraît essentiel parce que garant d'une visée de l'entreprise au service de quelque chose et non pas simplement au service d'elle-même. Voilà sur la présentation de ce que nous on appelle les entrepreneurs engagés.
je vais Très bien. Bon, arrêter mon est-ce que partage. tu... Oui, voilà, on va enlever le partage, se retrouver. S'il y a des personnes qui peuvent... je vois qu'Agathe Père de la Maison du Vélo nous a rejoint. Bonjour Agathe. Si vous pouvez mettre vos caméras pour ceux qui peuvent et qui ne sont pas trop à la campagne avec des problèmes de zone complexes, n'hésitez pas parce que pour nos intervenants, c'est chouette aussi. Mais sinon, bien sûr, interagissez oralement. Donc, je vais... Alors, moi, je vais avoir juste une petite réflexion. Le fait d'avoir invité Sylvaine Lemeilleur et d'avoir invité Jean-Éric Florin, c'est aussi pour, je dirais, faire se croiser des approches différentes, des points de vue différents. C'est vraiment le but. Donc là, on part avec France Active finalement d'une culture, je dirais, de l'accompagnement financier qui s'élargit dans le temps, hein, si je te comprends bien, Jean-Éric, et qui peu à peu intègre pas uniquement des critères d'observation, je dirais, économiques, mais d'autres dimensions. Et du coup, ça modifie, si j'ai bien compris ton propos, que je connais quand même, puisqu'on fait partie du conseil d'administration de France Active, mais en gros, ça, vous êtes parti d'une culture de la lutte contre l'exclusion et avec une approche plutôt financière à quelque chose qui s'élargit, qui quelque part est plus sociétal, ou du moins vous arrivez à cette notion d'entrepreneur engagé. Alors moi, ce que ça questionne, c'est quelque part en quoi le fait d'avoir cette approche professionnelle, qui est quand même d'abord professionnelle, participe de la transformation de la société. Ça, c'est un questionnement que j'avais avant de vous inviter. Est-ce que la méthode, qui est une méthode de grille, et la méthode qui permet de construire une communauté d'entrepreneurs engagés, et finalement, c'est pour ça. Donc, c'est pour ça que je suis allée vers Sylvaine, parce que, c'est une personne qui est en recherche sur les questions d'évaluation, donc j'ai très hâte de découvrir son point de vue. Et c'est vrai qu'on avait envie de parler de nature et progrès, qui est parti d'un autre point de vue. C'est-à-dire que la manière dont nature et progrès a pensé l'évaluation, c'est à partir d'un collectif. Alors, on pourrait dire d'entrepreneurs, quelque part, en tout cas de producteurs engagés dans l'agriculture biologique, qui voulaient, je dirais, défendre leur secteur et aussi s'approprier la question de la qualité et de la, je dirais, donc du coup de la question de l'évaluation. Donc c'est bien, on va parler de système de garantie participatif, et je trouve qu'entre cette notion où on parle d'entrepreneurs engagés, où on sent qu'il y a presque une idée de communauté, et ce qu'a fait Nature et Progrès, il y aurait peut-être en tout cas une discussion à avoir, ou un dialogue. Je trouve que la question de la communauté de personnes, c'est une question très sociétale. Ça veut dire que des gens se reconnaissent ensemble par rapport à un projet de société. Voilà, donc je lance comme ça les choses. Et quelque part, donc, j'ai envie qu'on interroge à la fois sans, comment dire, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, c'est pas ça l'enjeu, mais c'est comment on peut progresser, puisque nous, dans l'ESS, l'économie sociale et solidaire, les gens de la transition, on a envie de changer le monde quand même fortement. Finalement, comment on peut réellement le faire, quels sont les ingrédients qui permettent de le faire et qui nous permettent aussi d'être peut-être politiques au sens large. Voilà, donc, est-ce que l'évaluation, c'est aussi une chose politique? Et du coup, avant qu'on arrive à... Alors, je ne sais pas comment vous voulez faire au niveau du... Est-ce que vous avez des questions que vous avez envie de poser à Jean-Éric, ou tout de suite, je parle aux personnes qui assistent, tout de suite, on va voir du côté de Sylvaine et on se fait après un temps d'interaction. Je vous laisse le choix. Vous pouvez réagir si vous le souhaitez. Je ne sais pas, Sylvie, Franqueville, Emmanuel, si vous voulez donner votre avis. Non, on prend aussi Sylvaine, et puis de là, au moins, on aura une vision plus globale pour poser des questions. Oui, c'est ça.
on va essayer de naviguer ensemble. Donc, Sylvaine, si vous voulez intervenir, et peut-être redire qui vous êtes. Parce que... Oui, je peux partager mon écran éventuellement ou pas? Oui, carrément. Okay. Normalement, c'est alors, avant de partager mon écran, je vais me représenter. Donc, je suis chercheuse au CIRAD. Donc, le CIRAD, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le centre de recherche pour le développement en agronomie, mais on est plutôt sur les pays du Sud. Mais c'est là où, quand on travaille sur les systèmes participatifs de garantie, c'est très intéressant parce qu'on a vraiment ce système qui se développe tant au sud qu'au nord. Et donc, voilà, c'est l'équivalent de l'INRAE, mais plutôt pour les pays du Sud. Je suis économiste en économie institutionnelle. Et alors, j'ai longtemps travaillé en fait sur l'évaluation d'impact social des normes, donc des labels, donc commerce équitable, bio et bien d'autres, sur les petits producteurs. Donc, finalement, les méthodes d'évaluation, c'était une méthode, alors qu'aujourd'hui, ça devient pour moi un objet de recherche. Je m'intéresse à comment les producteurs vont s'évaluer entre eux et quel intérêt ça a. Donc, voilà, alors, je ne savais pas trop avant d'arriver ici, des gens de Nature et Progrès allaient vraiment présenter concrètement les pratiques qu'ils utilisent. C'est ce qui était prévu initialement. Et du coup, j'arrivais avec ma casquette de chercheuse, avec un regard un peu plus éloigné, plus global sur les SPG, donc système participatif de garantie, SPG, dans le monde. Comme il n'y a pas Nature et Progrès, je pourrais en parler aussi, puisque je suis membre de Nature et Progrès du groupe HERO. Je suis aussi membre du comité international SPG de IFOAM. Donc, IFOAM, c'est le mouvement international des mouvements de l'agriculture biologique, qui rassemble tous les mouvements d'agriculture biologique et d'agroécologie dans le monde. Et j'ai aussi donc, ce poste de chercheuse où je travaille spécifiquement sur SPG depuis presque 10 ans. Et donc un peu comme avec une place de chercheur embarqué, comme on dit, d'observation participante ou de participation observante même, comme un peu une position d'anthropologue qu'un anthropologue pourrait avoir, mais là en économie. Donc à la fois dedans et à la fois avec un regard extérieur. Donc je vais vous présenter, alors là je vais partager un petit diaporama, puisque c'est ce que j'avais prévu. J'y ai d'ailleurs rajouté quelques diapos. Ah mince, attendez. Je vais arrêter de partager, remettre mon diaporama à 0. J'ai rajouté quelques diapos pour faire plus le lien avec ce que vient de dire mon prédécesseur. Alors, attendez. Là, j'y suis. Et en partage d'écran, vous allez me dire si ça marche. C'est bon pour vous? Parfait. Okay. Parfait. Merci. Ouais. Donc, comme je disais, c'est pas tant donc, quelle méthode on utilise ici, mais du coup, l'objet même de ma recherche, qui est un autre mode de système d'évaluation qu'on appelle les systèmes participatifs de garantie. Donc, ça passe pas. On va essayer comme ça. OK. Donc, déjà, peut-être justement la différence avec l'outil qui a été présenté juste avant avec les 5 piliers là, de révélateurs engagés, si j'ai bien compris, de France Active. Ici, derrière l'évaluation, on va avoir une certification. On va avoir donc l'idée d'un label. Donc, on va avoir une norme et une liste d'engagements qui peuvent être environnementaux, sociaux ou techniques. Donc là, on pourrait avoir différents piliers aussi. Généralement faites en France, en Europe et dans beaucoup de pays plutôt du Nord d'ailleurs, fait par un certificateur tierce partie, donc un certificateur externe, comme un des plus connus, c'est EcoCert pour le bio
en France. Et ça va générer un label donc, qui va permettre de valoriser des produits, valoriser les pratiques de production d'un produit. Donc, le système participatif de garantie va ressembler à ça, mais la seule différence, c'est que ces producteurs donc, qui vendent individuellement des produits qui veulent valoriser leurs engagements sociaux ou environnementaux, ils vont être évalués par d'autres producteurs. On dit que c'est de l'évaluation par les pairs. Donc là, au lieu que ce soit une personne externe, qui pourrait être d'ailleurs un auditeur public, c'est moins souvent le cas, ou un certificateur privé, là, ce sont les pairs qui vont aller s'évaluer entre eux. Et donc, l'idée, c'est que chaque producteur est évalué chaque année, en tout cas dans le cadre de l'agriculture, par un pair qui fait lui-même le même effort pour respecter le cahier des charges. Donc, non seulement il va connaître bien les normes d'engagement, puisqu'il y est astreint lui-même, et il va avoir quand même cette tendance à vouloir que l'autre fasse aussi l'effort, puisque lui-même, il consacre un investissement et de l'énergie pour y répondre. Et puis, contrairement à la certification tierce partie très répandue et qui est normée par une norme ISO qui n'autorise pas normalement l'auditeur privé extérieur à donner du conseil, puisqu'on dit qu'il ne peut pas être juge et partie. Alors là, c'est vraiment changement de paradigme, c'est vraiment à l'inverse, c'est que c'est le fait de donner des conseils, de pouvoir échanger entre pairs qui est jugé comme la manière de pouvoir atteindre au mieux la norme ou l'engagement attendu. Ensuite, on passe aussi avec une décision multilatérale, contrairement à un certificateur privé qui va décider tout seul. Là, généralement, c'est des commissions de multi-acteurs. Et là encore, les dossiers vont être évalués avec, quand il y a des non-conformités ou des difficultés, la possibilité de donner des conseils d'amélioration. Donc, dans certains cas, on va avoir dans les évaluations, pas que des pairs, on peut aussi faire intervenir la communauté. Donc, on va parler de consommateurs. C'est vraiment le cas de Nature et Progrès. Ce n'est pas vraiment le cas de tous les SPG dans le monde, hein, parce que quand on est parfois en zone rurale, les consommateurs ne participent pas. Donc, ce n'est pas toujours le cas, mais dans le cas de Nature et Progrès, on a des consommateurs donc, qui vont venir en binôme évaluer un producteur et qui vont aussi participer à la décision. Et dans d'autres cas encore, on pourrait avoir aussi des autorités publiques qui viennent participer au contrôle et aux décisions. Ça, c'est le cas plutôt des pays où le SPG est reconnu comme un mode de certification officiel, comme au Brésil, par exemple. Mais c'était aussi le cas dans les années 80 où, par exemple, le service des fraudes participait aux commissions d'évaluation de Nature et Progrès. Alors, les commissions d'évaluation de Nature et Progrès, on les appelle les COMAC, et c'est les commissions mixtes d'agrément et de contrôle, et qui existent depuis les années 80. Donc, ensuite, quand l'agriculture biologique, donc non seulement a été d'abord définie dans une loi en France, alors là, Nature et Progrès donc, avait droit d'utiliser le terme agriculture biologique et les fraudes participaient à ces commissions. Mais ensuite, quand il est devenu européen, c'est la certification tierce partie qui a été imposée. Et dès lors, les Nature et Progrès n'avaient plus le droit d'utiliser le terme protégé d'agriculture biologique. Donc aujourd'hui, dans leurs textes, dans leurs documents, ils n'ont pas le droit d'utiliser ce terme. Voilà. Alors, donc je vous parlais tout à l'heure d'IFOAM, donc la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture biologique. Donc, le concept de système participatif de garantie, il a été défini par IFOAM parce que c'est surtout dans le mouvement de l'agriculture bio que c'est vraiment développé cette réflexion sur la certification. Mais en fait, on va le trouver dans d'autres domaines hein, aujourd'hui. Et du coup, historiquement, il avait organisé un atelier au Brésil sur les certifications alternatives. Et de là, le concept système participatif de garantie a été créé donc en 2004 et ensuite défini en 2008
comme des systèmes d'assurance qualité orientés localement. Ils certifient les producteurs sur la base d'une participation active des acteurs concernés et sont construits sur une base de confiance, de réseaux d'échange et de connaissances. Bon, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, je vous donne un exemple de fonctionnement basique d'un SPG et je vais vous donner en particulier celui de Nature et Progrès. Mais en gros, tous fonctionnent quand même plus ou moins de la même manière. Donc, on va avoir un professionnel. Donc là, c'est un petit icône, c'est un fermier, mais ça aurait pu être un boulanger, un restaurateur, un acteur du tourisme, qui va demander à pouvoir utiliser un label sur les produits ou les services qu'il souhaite vendre au SPG qui gère ce label. Donc, il va demander, par exemple, un secrétariat. Alors, Nature et Progrès, voilà, le siège est à Alès et il va faire une demande donc, au siège de Nature et Progrès. De là, ce secrétariat de SPG va chaque année dire, voilà, il y a un ensemble d'évaluations à faire, il y a tel professionnel qui ont demandé le label, il va falloir aller les évaluer. Et souvent, donc, ils passent par un groupe local, c'est aussi une commission locale, pour organiser ces évaluations. Donc, dans le cas de Nature et Progrès, c'est un consommateur, un producteur qui vont aller évaluer ce professionnel in situ. Donc, c'est là, j'ai rajouté quelques documents. Les documents avec lesquels ils partent notamment sur le terrain, c'est un cahier des charges. Donc, Nature et Progrès, il y a aujourd'hui 16 cahiers des charges. Donc, on retrouve apiculture, aviculture, boulangerie, etc. Alors, cahier des charges, bon, on connaît un peu, hein, il y a différents critères qui sont évalués. Donc, les pairs connaissent ce cahier des charges. Et quand ils reviennent, ils ont un formulaire d'enquête. Et quand ils reviennent de l'évaluation in situ, ils rendent un rapport. Donc, voilà, c'est typique d'un rapport de visite de producteur rempli. C'est une enquête. C'est une photo qu'ils viennent prendre sur place. Alors, j'ai rajouté ça comme diapo tout à l'heure parce que, justement, dans les critères d'évaluation, on a ces cahiers des charges typiques hein, qu'on connaît là. Donc, c'est production végétale. Donc, il y a une partie sur l'origine des semences, une partie sur la fertilisation, etc. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire et qu'est-ce qui est recommandé. Ils ont 3 types de critères. Mais ils ont aussi une manière d'évaluer leur charte, puisqu'il y a une charte avec les grandes visions de Nature et Progrès. Et le projet politique, le projet de société et le projet de promotion de d'autres pratiques en agriculture qui sont donc dans un texte et évalués au travers de ce qu'on appelle la boussole NESO. Parmi tous ces conseils, dis-moi. Donc NESO, c'est le N de naturel au nord, le E de énergie à l'est, le S de social au sud et le O de origine à l'ouest. Et l'idée, en fait, on n'est pas là dans oui, non, j'ai respecté un critère, mais plutôt de chaque année, on reprend la boussole NESO du professionnel et on regarde comment il a amélioré ses pratiques. Donc voilà, il y a une partie description, une partie amélioration possible, donc aussi ce qu'il projette de faire. Et puis l'année d'après, on regarde si finalement il a réussi à faire ce qu'il prévoyait de faire en termes d'amélioration de pratique sur le naturel, l'énergie, le social et l'origine. Donc il y a derrière le naturel, on va avoir tout ce qui est équilibre naturel, gestion de l'eau, etc. Derrière l'énergie, ça va être la gestion des déchets, l'éco-construction, l'énergie, l'emballage, le transport. Donc, des choses qui ne sont pas dans les cahiers des charges, en fait. Mais si un producteur fait valoir que sur sa ferme, il fait aussi de l'éco-construction ou qu'il a une manière de produire des panneaux, ça va compter aussi dans l'évaluation de son projet, en fait.
Le social, ça va être sur tout ce qui est solidarité, transmission, la politique sociale par rapport à des salariés, l'ouverture et le militantisme vont être pris en compte. C'est là aussi, on va trouver par exemple, quelqu'un qui fait des confitures va forcément avoir besoin de sucre, donc il va privilégier un sucre, par exemple, lié au commerce équitable, en bio, parce que ça va être obligatoire par le cahier des charges, hein, le fait que les intrants soient bio, mais le fait que ce soit commerce équitable, c'est plutôt dans la boussole que ça va arriver. Et puis sur l'origine, ça va être tout ce qui est traçabilité, privilégier les intrants locaux et la biodiversité avec l'utilisation plutôt de variétés locales. Voilà, donc c'était aussi pour vous montrer un peu peut-être les synergies qu'il peut y avoir avec les piliers de ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, je continue le fonctionnement du SPG. Donc, les enquêteurs, les évaluateurs qui reviennent en commission locale, donc ces commissions locales vont évaluer collectivement tous les rapports de visites qui ont été faits chez les professionnels de ce groupe local. Et ils vont décider collectivement si la personne peut ou pas avoir le label. Donc, à Nature et Progrès, on appelle ça une mention. Et s'il y a des non-conformités ou quelques difficultés qu'il faut améliorer, collectivement aussi, il y a une responsabilité partagée à trouver des solutions pour le professionnel. Donc ça, c'est aussi une grande différence avec d'autres modes de certification. C'est cette idée que tout le monde est engagé à trouver des solutions pour améliorer les pratiques. Ensuite, cette commission va émettre un avis sur le fait de pouvoir avoir le label et l'envoyer au secrétariat du SPG. Alors, en fonction des SPG, il peut y avoir un deuxième niveau d'avis, en fait, de décision finale, ou alors soit la décision, dans certains SPG, la décision finale est au niveau de la commission locale, mais le secrétariat va juste émettre finalement l'envoi d'un certificat au professionnel qui pourra utiliser soit sur un marché, soit avec des logos sur ses produits, ou soit quand il va vendre chez un distributeur. Bien généralement, le secrétariat du SPG publie aussi une liste des professionnels certifiés en ligne, ce qui permet, par exemple, de limiter les fraudes. Si un magasin souhaite acheter des produits, il peut aller vérifier qu'il n'y a pas de fraude sur le certificat et qu'en ligne, le producteur est bien répertorié. Les forces et faiblesses des SPG, donc on l'a compris, en fait, cette idée que les pairs interviennent dans l'évaluation, d'abord, c'est une forte expertise sur les pratiques. À la fois parce que ces producteurs font eux-mêmes le même travail, donc ils connaissent les pratiques et ce qui est attendu dans le cahier des charges. Mais c'est eux-mêmes très révélateur quand on est sur des choses très spécifiques. Par exemple, sur les plantes aromatiques et médicinales, les producteurs nous disent beaucoup qu'un certificateur privé EcoCert n'y connaît rien. En botanique, ils n'ont pas du tout le niveau de compétence qu'un pair peut avoir pour comprendre ce que le professionnel fait. Du coup, on voit que là, les pairs, ils apportent vraiment une forte expertise. On a aussi une évaluation qui est beaucoup plus adaptée aux réalités locales parce qu'un cahier des charges a forcément une marge d'interprétation et cette marge d'interprétation, elle va être mieux comprise par des pairs que par un auditeur qui, lui, va chercher justement une réponse très normalisée. Partout en France, ce sera la même chose. On a dans les forces une démarche de progrès, une amélioration de pratique, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment un changement de paradigme où on n'est pas dans l'idée de je viens évaluer si oui ou non tu es dans les clous, mais plutôt comment t'aider aussi à pouvoir bien respecter les pratiques. Et on a même une amélioration continue des pratiques,
puisque à force d'aller voir d'autres pairs, finalement, on hybride ces pratiques et on s'améliore continuellement. Un coût bureaucratique et financier à minimiser, hein, évidemment, là, c'est la participation des pairs qui va remplacer le coût de déplacement et de salaire d'un auditeur, et puis toute la bureaucratie liée à ces audits externes. Une répartition des coûts des bénéfices équitable est aussi possible. Donc, par exemple, dans le cas de Nature et Progrès, une partie du coût du label, puisqu'il y a quand même un coût d'adhésion notamment pour les quelques salariés à la fédération qu'il faut payer, à la fois pour l'animation et pour le secrétariat de la mention, va s'ajouter un pourcentage du chiffre d'affaires. Donc, Nature Progrès, si je ne me trompe pas, c'est 0,3% du chiffre d'affaires, ce qui va permettre que les plus gros, finalement, contribuent plus que les plus petits. Et ça, c'est assez intéressant parce que quand on regarde la certification tierce partie, à l'inverse, en gros, plus on a d'activités, plus c'est cher. Donc, ça pousse à avoir de plus en plus d'exploitation en monoculture, hein, puisqu'il y a plus d'activités à évaluer. Et c'est pareil, le coût de la certification, il n'est pas linéaire par rapport aux surfaces qu'on a. Donc, en fait, plus on est gros en monoculture, moins le coût de la certification au kilo de production est élevé, quoi. Donc, on n'est pas du tout dans l'incitation à avoir plutôt des fermes diversifiées et de petite taille. Alors, certes, il y a souvent moins de marché possible pour ces producteurs, puisque comme ils ne sont pas reconnus par les pouvoirs publics comme l'agriculture biologique, ils ne peuvent pas passer dans les commandes publiques. C'est plus difficile d'atteindre des marchés éloignés. Donc, souvent, on est sur du marché local, mais du coup, avec des relations directes de long terme et un vrai réseau d'acteurs qui peut se constituer. Pour tout ce qui est fraude et risque de copinage, puisque c'est souvent en fait ce qui est pointé du doigt dans les SPG, et notamment par les arènes de labellisation. Plusieurs choses. D'une part, il y a un ensemble de règles qui va permettre d'empêcher justement ce copinage et cette fraude. Par exemple, on ne va pas avoir de réciprocité dans l'évaluation des producteurs, hein. Un producteur A qui évalue B ne va pas être réciproquement, B ne va pas évaluer A. Donc ça, c'est une règle de base. On va aussi dire que chaque année, on va essayer de changer l'évaluateur qui va aller voir un professionnel pour éviter justement qu'il y ait des ententes. Et puis, justement, nous, en tant que chercheurs, on travaille sur toutes ces règles en fait, qui empêchent les ententes tacites de tricherie. Et enfin, c'est quand même, et on le voit hein, sur le terrain, techniquement et moralement, c'est beaucoup plus difficile de tromper quelqu'un qui met en place les mêmes efforts qu'un auditeur annuel qui vient et qui surtout s'intéresse plutôt aux factures qu'à ce qui se passe sur le terrain. Donc, en termes d'efficacité et de crédibilité du contrôle, les SPG aujourd'hui sont largement aussi légitimes que d'autres formes de certification. Enfin, dernier point, on va avoir aussi des notions d'entraide, de fonds de solidarité, de chantier participatif. Par exemple, dans un groupe, ça n'empêchera pas de dire à un moment s'il y a un producteur qui a une difficulté parce que, par exemple, sa ferme a été inondée, de mettre soit un chantier participatif en place pour l'aider à remonter sa ferme, ou un fonds de solidarité en disant, voilà, cette année, on contribue tous pour lui payer sa certification, son adhésion, des choses comme ça qui se voient régulièrement. Les faiblesses, en fait, c'est que c'est un temps long d'acquisition de compétences, hein, savoir aller évaluer chez les autres, d'organisation et de décision collective. Hein, tout est plus lent hein, dès que c'est collectif. Et aussi du bénévolat important, puisque ça part de la participation. Donc, le modèle économique du SPG
Et du coup, c'est aussi des choses qu'on travaille dans la recherche là, pour voir quels sont les modèles économiques, comment il peut y avoir d'autres contributions qui puissent faire fonctionner le système. Voilà, je continue, je ne sais pas si je ne vois plus personne, moi, parce que… Alors, tout le monde est encore là, soit on prend, parce que comme je crois qu'on avait souhaité faire une petite interaction, peut-être qu'on peut se donner un petit temps d'interaction et continuer après, puisque Jean-Éric nous quittera. Ah oui, donc je pense que d'accord. ça peut être Mais bien je de peux faire m'arrêter là, hein, j'ai raconté déjà pas mal de choses. Mais on pourra y revenir tout à l'heure si l'audience le souhaite. Donc, on va peut-être départager l'écran. Si vous pouvez ouvrir vos caméras pour ceux qui le peuvent, parce que ça, c'est toujours plus facile pour nos intervenants. Ils ont l'impression que c'est vivant. Et que ça, c'est chouette. Écoutez, je vous laisse la parole. Je ne sais pas si, peut-être que Jean-Éric, tu veux intervenir. Donc, c'est vrai que moi, ce que je trouvais intéressant dans l'approche qui a été présentée par Sylvaine, c'est ce côté implication des pairs et effectivement l'éclairage sur l'expertise en fait des acteurs, ou en tout cas et voire de la société civile ou d'autres parties prenantes. Donc, je trouve que ça rejoint des choses que tu as dites, même si on voit bien, hein, les deux approches partent de deux points de vue différents, mais j'aimerais bien avoir ta réaction. Est-ce que finalement, je lance ça comme ça, mais ça fait longtemps que ça me travaille et que ça travaille le mouvement pour l'économie solidaire, qui aussi a un outil avec 5 piliers. Voilà. Nous, il nous semble que l'économie sociale et solidaire aurait intérêt à affirmer ce côté expertise des pairs. Et des marges de progrès, la loi ESS a bien confirmé qu'elle préférait plutôt un guide d'amélioration continue des pratiques plutôt qu'un label. C'est toujours une tension dans l'ESS, mais du coup, et si on allait vers des communautés, je dirais, vers des systèmes de garantie participative dans l'ESS. Voilà, est-ce que France Active un jour qui dit voilà, nous on est plutôt dans les entrepreneurs engagés, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que derrière ça, il y a cette pratique d'amélioration des pratiques et d'apport par les pairs? Allez, je lance le sujet. Oui, je veux bien réagir. Merci beaucoup, Sylvaine, pour votre présentation. Voilà, il y a plein de choses qui m'ont interpellé. Juste, je pioche deux points. Le premier qui me semble très fort dans votre présentation, c'est la logique de dynamique de progrès. C'est-à-dire que l'enjeu, il n'est pas de poser quelqu'un dans une case ou dans une autre, même s'il y a un filtre minimum, hein, mais l'enjeu, il est bien de mettre en place des dynamiques, à la fois des dynamiques dans chaque exploitation, dans chaque entreprise, mais aussi une dynamique de l'ensemble. Je trouve ça très, très intéressant. Et alors de manière, je pense, plus structurée que ce que nous on fait à France Active, mais le mouvement me paraît le même. Et le deuxième point, oui, cette histoire du jeu du chat et de la souris, du copinage, etc. Bon, c'est une crainte qu'on peut souvent avoir, et donc il faut y être très attentif, mais en même temps, je pense que c'est une crainte qui est un peu fantasmatique quand même. Et que voilà, on est aussi capable de poser des choses très, très tranquillement, de reconnaître ses points faibles, ses limites, et du coup d'être de nouveau dans cette démarche de progression. Voilà, je reste sur ce point central. L'objectif n'est pas de juger et de catégoriser un tel, t'es dedans, un tel, t'es pas dedans, mais de construire une évolution qui peut être trop lente, hein, on est d'accord, mais en tout cas une évolution de l'impact social de l'activité économique, parce qu'in fine, c'est quand même ça, hein, c'est comme ça qu'on cherche à regarder. Et je voulais juste rajouter, dans ce mouvement-là, dans cette dynamique-là, c'est le deuxième point que j'ai oublié tout à l'heure, mais
tombe bien là pour moi d'en parler, c'est que nous, à France Active, on va déployer des moyens d'accompagnement, des moyens financiers, de manière relative par rapport au niveau d'engagement. Donc, on a catégorisé, de nouveau, c'est un peu brutal et ça correspond médiocrement à la réalité, mais ça nous aide. On a catégorisé 3 niveaux d'engagement. Je m'engage, c'est le niveau le plus basique. Je suis engagé et je transforme la société. Voilà. Je ne rentre pas plus dans la description. Derrière, pour nous, il y a un certain nombre de critères qui permettent de voir où se situe la démarche entrepreneuriale. Et en fonction de ce niveau d'engagement, on va pouvoir déployer de manière de plus en plus forte nos capacités d'intervention auprès des entreprises. Alors, ce n'est pas du tout une logique de hocher ou de sucette. Hein. Si tu passes dans une autre catégorie, alors on pourra faire plus. C'est plutôt prendre acte que par rapport à notre objet social à nous, on va déployer de manière de plus ou moins intense nos capacités d'intervention. Et c'est aussi pour caractériser le fait que on a quand même un enjeu d'aller vers de plus en plus d'engagement. Voilà, première réaction par rapport à ce que vous avez dit. Bon, après, j'avais d'autres choses sur ta première question, Bérénice, autour de comment on change le monde, mais peut-être j'arrête là pour laisser la place à d'autres questions, d'autres interventions. Je crois qu'il y avait des questions du côté d'Agathe Père. Je ne sais pas si tu veux poser ta question, et je crois que Sylvaine veut répondre. Agathe, tu veux poser ta question ou... Oui, je suis juste en open space, donc je limite le micro. Bonjour à tous, merci. Je me demandais s'il y avait un annuaire des SPG sur d'autres domaines ou pas. Merci. Ah, je n'entends plus. À toi. Vas-y, je réponds. Alors, oui, donc on est en train de constituer un annuaire. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'en fait, les SPG, ce n'est pas que en agriculture biologique. Alors, ça se développe beaucoup en ce moment sur le bâtiment durable. Donc, BDM, donc Bâtiment durable méditerranéen, on est dans le même projet, un projet qui s'appelle Compare. Je pourrais donner le site internet, c'est certification-participative.org. Donc, il y a plusieurs SPG qui participent. Et donc, dans le bâtiment durable, ça marche plutôt très bien. Et justement, je pense que c'est plus la certification devient en fait une excuse à organiser l'évaluation, mais c'est bien l'échange de connaissances qui se passe au moment de l'évaluation qui est important et la démarche de progrès. Et on sent, par exemple, dans les nouveaux là, qui tendent à nous rejoindre justement dans le projet Compare, ça va être par exemple des gens qui sont sur le bâtiment en terre crue ou le bâtiment bois et qui justement qui ont besoin de lieux d'échange pour améliorer leurs pratiques et développer leur filière, quoi. Donc, il y a aussi ça, il y a les tiers-lieux qui étaient intéressés aussi pour potentiellement mettre en place des SPG. Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de domaines sur les énergies vertes, sur les monnaies locales. En fait, ça pourrait vraiment se multiplier dans plein de domaines, même si aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt sur l'agriculture que ça se développe. Alors, pas que Nature et Progrès, il y a aussi des filières locales pour valoriser aussi un territoire. Il y a les parcs nationaux aussi qui sont intéressés sur leur marque, etc. Encore une fois, c'est vraiment, je pense, l'évaluation par les pairs qui est attendue avant le label. Alors, dans le label, juste pour faire écho aussi à ce qui était dit, c'est que bâtiment durable, il fonctionne aussi avec des médailles, en fait. Et eux, au lieu d'être, bon, j'ai le label ou j'ai pas le label, c'est bon, je ne me rappelle plus exactement, mais genre bronze, argent, c'est pas argent, c'est un autre truc, bon, bronze, or. Et donc, eux, donc sur un bâtiment, on ne va pas évaluer chaque année un bâtiment, bien évidemment, mais eux, ils vont évaluer au moment de la conception, au moment de la réalisation, et ensuite 2 ans après la création du bâtiment, comment il est effectivement utilisé et ce qui répond aux engagements qui s'étaient donnés. Et du coup, on sent qu'il y a vraiment aussi cette évaluation finalement
à différents niveaux, quoi. C'est pas que on est dedans ou on n'est pas dedans qui compte. Voilà. Et après, sur le copinage, c'est plus parce que dès lors qu'on a quand même une valorisation économique du label, cette suspicion en fait qui est faite à la fois soit par des consommateurs, par voilà, tous ceux qui disent mais attendez, c'est de l'auto-évaluation ou alors c'est entre copains. Donc on est obligé aussi de travailler sur ces règles en fait qui permettent de dire ben non, c'est une vraie évaluation, ce n'est pas de l'auto-évaluation justement, c'est de l'évaluation par les pairs. Et nous, en recherche, c'est assez drôle parce que autant ce n'est pas du tout reconnu justement par les instances de certification aujourd'hui, la COFRAC, etc., au niveau français et européen, autant en recherche, nous sommes évalués par nos pairs, qu'au niveau de l'arène internationale de la recherche, il n'y a aucun problème que c'est vraiment reconnu comme ça. Nos projets de recherche sont évalués par nos pairs, donc il y a aussi de l'argent qui est là-dessus. Et là, ça ne pose aucun problème en fait. Ça a toujours été comme ça. Et du coup, quand des fois, je fais des petits questionnaires auprès de mes collègues en disant mais pourquoi vous acceptez d'évaluer gratuitement vos pairs? Et justement, on a cette démarche de progrès qui arrive, c'est ben, moi, quand j'évalue les autres, j'apprends. Et quand je me fais évaluer par mes pairs, j'apprends. Et cette notion de progrès et d'apprentissage, d'échange de connaissances, elle existe dans la recherche et elle peut exister partout en fait. Oui, oui, je suis vraiment tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Ce que je voulais dire, c'est que de fait, il y a un problème de crédibilité. C'est pour ça que j'ai parlé de fantasme. Il y a un problème de crédibilité en externe qui ne remet pas du tout en cause la qualité et la vérité de l'évaluation, mais on a bien ce problème de crédibilité en externe. C'est bien ça. Oui. Je vais juste indiquer qu'en tout cas sur le champ de l'ESS, il y a des réflexions au niveau international qui se passent sur le sujet justement de la participation des acteurs de l'ESS à l'évaluation en tant qu'experts, pairs, et notamment au sein du RIPES. Mais j'en profite aussi pour vous parler pour évoquer le projet VISE, qui est un projet qui justement a travaillé sur la question de l'impact social et l'utilité sociale et qui a beaucoup mis en avant justement le fait qu'on valorise la démarche de progrès, on valorise l'implication des acteurs dans l'évaluation. Je vous inviterai, vous pouvez aller sur le site, à lire le mémorandum sur la valorisation de l'impact social, qui est quand même assez intéressant. Donc, et nous, au niveau du RIPES Europe, on a un travail qui va se commencer là depuis plusieurs années, mais qui va commencer avec le projet de Visus en 2022, et de manière quand même très claire dans la stratégie du RIPES Europe, qui est le réseau international de promotion de l'économie sociale et solidaire. Il y a la volonté de développer des communautés autour de l'évaluation. Et c'est vrai qu'on pense que non seulement il faut les acteurs, mais il faut aussi les citoyens. C'est aussi un autre sujet qu'on abordera peut-être sur un autre webinaire, mais quelle est la place aussi des citoyens dans l'évaluation d'un impact social avéré, supposé, prouvé, etc. Finalement, si par exemple, prendre les QPV, qu'est-ce que ça veut dire évaluer l'impact social? Si quelque part, les personnes qui en seraient les cibles, et pourquoi en seraient-elles les cibles et non pas les co-créateurs de cette... Enfin voilà, on peut poser vraiment des questions de fond sur la vision qu'on porte au travers de nos manières de faire. Voilà, donc on explorera aussi, on va essayer d'inviter des gens qui associent les citoyens aussi dans les questions d'évaluation. C'est aussi un sujet qui peut être intéressant. Est-ce que donc Emmanuel Bouissou, Emmanuel Guignard, Noda Silva, Sylvie Franqueville, Agathe et les autres, Nicolas Adam, je vois, Lara Fraisse et Florence Leray, vous avez des questions? Allez-y, c'est le moment.
d'échanger, mais même aussi expliquer comment vous faites, vous travaillez vos outils, c'est peut-être le moment d'échanger. Alors, qui se lance? Le questionnement, moi, qui m'est venu en voyant les présentations, c'est que, comme je disais au début, en venant des centres sociaux, on nous a parlé à un moment donné que ça serait vraiment important d'évaluer l'impact social qu'on a sur un territoire. Les centres sociaux, notre principal partenaire, enfin, nos principaux partenaires sont les collectivités locales et évidemment la caisse d'allocation familiale. Au moment où on a vu arriver ce questionnement sur l'impact social, on s'est demandé si c'était pas plus quelque chose qui venait des institutions d'en haut pour essayer d'évaluer ce qu'on faisait et qu'est-ce que ça pourrait apporter, ou si on n'allait pas essayer de cadrer cette chose-là. En voyant ce que vous avez présenté, la partie qui me rassure, c'est que finalement, quelles que soient les fédérations ou structures, on revient à peu près sur les mêmes thématiques, les piliers que vous avez présentés à France Active, ou les méthodes que Madame Lemeyer a présentées en parlant de pairs. Mais mon questionnement, il est, c'est bien, on fait ce travail au niveau local. Dans les centres sociaux, la participation des habitants et le montage du projet d'un centre social doit se faire avec les habitants, pour revenir sur ce que vous disiez. Mais je ne suis pas certain que ce qu'on est en train de réaliser ait eu un impact sur les institutions au-dessus de nous, qu'elles soient départementales, nationales, etc. Et donc, la question que je me posais, c'est quel travail est fait de votre côté pour essayer de faire en sorte que ça soit reconnu. C'est-à-dire, si je fais une norme AFNOR, la norme AFNOR, elle est reconnue. Mais je ne connais pas beaucoup Nature et Progrès. Je ne sais pas si Nature et Progrès, quand on dit j'ai une certification Nature et Progrès, c'est reconnu par les institutions locales autour. Et quant à France Active, est-ce qu'il ne serait pas, peut-être que ça existe, hein, je peux me tromper, mais intéressant que quand on répond vraiment à une certification France Active, tous les partenaires que nous pourrions avoir sur le territoire nous reconnaissent et que ça facilite les rapports avec ces personnes. Je ne sais pas s'il y a des démarches qui ont été faites donc, au niveau national. Si on pouvait me répondre sur ça. Jean-Éric, oui. Oui, je veux bien répondre, je ne sais pas, en tout cas intervenir. On n'est pas dans une démarche de label. Ça veut dire qu'on n'est pas dans cette logique où on ne l'a pas. Deuxièmement, je pense qu'au sein du réseau France Active, on est des militants. On a un projet social ou un objet social qui est ambitieux, voire utopique. On dit même transformer la société. Mais notre manière de faire ça, c'est juste de travailler avec ce qu'on a et ce qu'on sait faire. Donc, ce n'est pas un affichage, j'utilise le mot révolutionnaire, il est mal adapté, hein, mais ce n'est pas notre manière de faire. Du coup, c'est quoi notre manière de faire? Comment on fait? J'ai dit c'est travailler. Et donc, je pense que notre manière de transformer la société se repère à des petites choses très, très progressives qui ne dessinent pas forcément en première approche un ensemble. Du coup, je prends quelques exemples. Vous parlez des collectivités. Moi, je vois que l'action de France Active, les propositions qu'on peut faire, et de plein d'autres, hein, on n'est pas les seuls, bien évidemment, a contribué à infléchir les politiques publiques. Donc, ça n'a pas donné lieu à la création d'une nouvelle loi. Enfin, on ne peut pas revendiquer ça, je ne crois pas. En revanche, je crois qu'on peut constater que ça a permis d'orienter, d'infléchir des politiques publiques. Voilà, je crois qu'on peut parler de la région Occitanie pour ce qui nous concerne, sur certaines propositions qu'on a pu faire et qui ont été reprises. La création d'un fonds d'investissement solidaire, par exemple, le déploiement de garanties pour les créateurs, créatrices d'entreprises les plus éloignés du système bancaire, par exemple. Donc voilà, c'est plutôt sur la question des politiques publiques. Alors, j'ai dit on n'a pas changé la loi, on l'a fait quand même. Il y a quelques années, autour de l'épargne solidaire, puisque France Active a été le promoteur et le lobbyiste d'un changement législatif sur l'épargne salariale.
qui aujourd'hui depuis quelques années, oblige les employeurs à proposer un support d'épargne salariale à leurs salariés dans le cadre de l'épargne solidaire. Voilà, je ferme la parenthèse, ça serait un peu technique. Et après, il me semble qu'il y a un autre niveau qui est la manière dont on peut, alors nous on dit contaminer, c'est pas très joli, on pourrait dire polliniser, ça serait plus joli. Les différentes parties prenantes avec lesquelles on travaille, et je pense notamment aux banques. Et à chaque fois qu'il y a un banquier qui nous dit « Ah ouais, j'ai bossé avec vous juste parce que j'avais besoin d'une garantie et je comprends mieux comment vous pouvez intervenir auprès des entrepreneurs et dans quel but vous pouvez le faire. » Donc, ce sont des petites actions d'un conseiller pro dans telle banque ici ou d'un directeur d'agence, d'une directrice d'agence dans tel coin ailleurs. Mais voilà, c'est notre manière peut-être assez humble de faire. Et après, mais je ne reviens pas là-dessus, que le levier majeur pour nous, c'est l'entrepreneur, c'est l'entreprise. Ce n'est pas nous qui changeons la société, ce sont les entreprises qui changent la société. Et nous, on veut donner les moyens d'agir à ces entrepreneurs qui, pour nous, changent le monde. Est-ce que ça a répondu à la question? Est-ce que Sylvaine, vous voulez réagir? Je vais répondre du coup dans le cas des SPG. Alors, le monde de la certification, c'est quand même un monde où il y a beaucoup d'intérêts financiers. Donc, il y a aussi plein de gens qui n'ont pas forcément intérêt à avoir d'autres formes de certification non marchandes aboutir. Néanmoins, alors je pense que là où ça fonctionne peut-être le mieux, c'est au niveau du bâtiment durable. Donc, toutes les démarches bâtiment durable et quartier durable. Donc, eux, ils ont une forme de vraie reconnaissance par les institutions. Donc déjà, parce qu'il y a des collectivités qui, quand ils commandent, je ne sais pas, une école, un bâtiment public, etc., vont chercher à avoir ce label. Donc, du coup, déjà là, on a une reconnaissance par des autorités locales. Mais au point que, parce que du coup, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans les SPG, c'est aussi souvent les collectifs eux-mêmes qui vont définir la norme. Et l'idée dans bâtiment durable, c'était de dire que finalement, on ne peut pas avoir une norme de bâtiment durable à un niveau national ou européen, puisque tout peut se définir qu'à l'échelle de région. Finalement, quel matériau on va utiliser, les climats sont quand même très différents. On ne construit pas de la même manière un bâtiment durable dans le sud de la France que dans le nord. Donc déjà, là, les initiatives se sont localisées par rapport à ça. Et donc, il y a aussi apparemment dans ce secteur une vraie reconnaissance de ces démarches-là. Et je crois qu'il y en a 5 aujourd'hui en bâtiment durable. Donc, il y a bâtiment durable Occitanie, bâtiment durable méditerranéen, etc. Et un collègue là, de bâtiment durable Méditerranée nous racontait qu'il y a un tel plébiscite finalement de ce qu'ils sont en train de faire, puisqu'ils ont des commissions avec une cinquantaine à chaque fois d'acteurs qui participent, qui sont à la fois des industriels, des artisans, des maîtres d'œuvre, des usagers comme des collectivités, que dernièrement, la municipalité de Nice a fait rentrer dans son PLU que tous les bâtiments de plus de 5000 m² devraient avoir le label bâtiment durable méditerranéen. Ce qui pour eux n'est pas du tout une bonne chose, a priori, puisque, ils vont se retrouver avec des gens qui ne sont pas volontaires dans la démarche, mais à qui on impose. Donc ça change aussi. On comprend bien comment le SPG, c'est aussi une démarche volontaire et que c'est dans cette démarche d'amélioration de progrès que ça fonctionne. Donc quand on s'est imposé, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et puis finalement, même eux, ils ont peut-être aussi un peu peur d'être dépassés par une demande si ça rentre dans tous les PLU. Et voilà, donc voilà, il y a aussi des choses qui se font à différentes échelles. Sur Nature et Progrès, alors sur les SPG, sur l'agriculture bio de manière plus générale, il y a ce grand débat de savoir s'il faut une reconnaissance nationale ou pas, puisqu'on ne peut pas rentrer, quand on n'a pas de reconnaissance, par exemple, on ne peut pas répondre à des commandes publiques. On ne peut pas rentrer dans les cantines scolaires avec ces produits, avec Nature et Progrès aujourd'hui. Alors déjà, il y a une reconnaissance plus au niveau de la société, puisque les Biocoop qui, à l'époque,
où le label européen interdit les SPG d'utiliser le terme agriculture biologique, avait interdit aussi les produits Nature et Progrès dans les biocoop, alors qu'ils étaient acteurs de la création de ces magasins. Mais bon. Et ça, c'est depuis 10 ans maintenant. Ils sont revenus sur ça et la Fédération des re-rentrer les produits Nature et Progrès en reconnaissant du coup ce label. Donc, on peut avoir des reconnaissances qui ne sont pas non plus publiques, mais qui sont plus sociétales. Et ça fonctionne. Et ça aide beaucoup les producteurs de pouvoir rentrer aussi dans les biocoop. On sait aujourd'hui le boom des biocoop en France. Mais la reconnaissance institutionnelle, elle est plus compliquée. Alors, au Brésil, par exemple, elle se passe très bien. Donc, l'État brésilien reconnaît les SPG au même titre que la certification tierce partie pour certifier l'agriculture biologique. Et donc, va même promouvoir, alors c'était avec Lula qui avait lancé ça, mais promouvoir l'entrée de ces produits, notamment des SPG pour les cantines, avec plus 20% sur les prix, etc. Donc, il y avait vraiment une promotion de ça. Et aussi une cogestion, on appelle ça une cogestion dans la manière d'accréditer les SPG, c'est-à-dire une grande liberté aux acteurs de s'auto-organiser sur l'évaluation. Et ça, c'est très important dans les SPG. À l'inverse, au Mexique, il y avait beaucoup de SPG aussi qui s'étaient développés. En Amérique latine, c'est très fort. L'État a reconnu les SPG et de là, il n'en est resté plus que 3. Parce que justement, en fait, la loi peut tellement contraindre à un moment une communauté qui s'auto-organise qu'elle finit par disparaître parce que ça ne correspond pas à son fonctionnement localement, etc. Donc, tout le savoir aujourd'hui Nature et Progrès qui se pose cette question de dire est-ce qu'il faut batailler pour être reconnu par la COFRAC comme un mode de certification, et bien en fait, c'est pas clair. On ne sait pas en fait si c'est une bonne solution ou pas, puisque la question c'est dans quelle mesure aujourd'hui on est dans un paysage politique qui permettrait aux acteurs de s'auto-organiser et de faire l'évaluation qui correspondrait au mieux à la norme, même si elle était publique. Donc, c'est compliqué, en fait, cette recherche de reconnaissance institutionnelle. Mais il y a une vraie recherche, en tout cas, de reconnaissance citoyenne. C'est-à-dire, si les citoyens reconnaissent que c'est aussi un mode de certification valable, voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? On avait eu, je crois qu'il y a des acteurs qui sont présents, qui sont en démarche. Je pensais à Florence Leray. Tout à l'heure, vous aviez évoqué votre travail sur l'évaluation de l'impact social. Est-ce que vous voulez nous en dire 2 mots? Oui, alors, bon, pour tout vous dire, ça fait 2 semaines seulement que je commence ce stage. Donc, pour le moment, je suis plus dans la phase voilà, d'observation et de récupérer un peu toutes les données. Donc, j'ai pris plein de notes, des contacts. Je reviendrai peut-être vers les acteurs qui ont exposé les projets aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, pour le moment, moi, je n'ai pas beaucoup de choses à apporter. Je suis plus dans la récupération des données et des informations. Alors, juste par rapport à tout le monde, si vous voulez laisser vos coordonnées, donc on vous enverra les premières contributions, puisque le principe, c'est que chaque intervenant laisse une trace. Alors, il y a bien sûr la vidéo qui est enregistrée et qu'on mettra, nous, sur notre chaîne YouTube. Donc, on va vous mettre le lien là tout de suite. Par ailleurs, chaque intervenant peut, s'il le souhaite, envoyer un support qui reste, qu'on peut vous adresser par mail, et on créera sur l'année 2022 un wiki, en fait, qui est un espace open source qui vous permettra d'aller piocher différentes ressources. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent? Est-ce que vous souhaitez que vous soit présentée la suite de l'intervention de Sylvaine? Je sais que Jean-Éric avait dit qu'il voulait… Pardon, je suis obligé de vous quitter. Merci beaucoup pour ces échanges. Et puis, bonne fin de réunion. D'accord. À très bientôt, Jean-Éric. Merci. Alors, pardon pour la sonnette. Donc, comment on procède? On laisse Sylvaine continuer, ou vous avez des questions? Emmanuel Guignat, par exemple, d'Artiloc, est-ce que
Oui, intervenir. bonjour, merci. Bon, je suis arrivée malheureusement à la fin de la présentation de Madame Lemeyer, donc bon. Moi, j'avais une question, mais elle s'adressait à Monsieur qui vient de partir. Bon. En fait, nous, on est en phase de création, on est en pleine rédaction des statuts, on est vraiment en phase de réflexion voilà, sur comment intégrer justement la mesure d'impact, comment déjà anticiper et comment on pourrait, au niveau de la création d'activités, anticiper la mesure de l'impact. Et ma question, en fait, qui s'adressait à M. Morin, était de savoir par rapport à ces différents niveaux d'engagement, est-ce que justement, il différenciait ces niveaux d'engagement par rapport au stade de maturité de l'entreprise? Est-ce qu'il avait des niveaux? Est-ce qu'on pouvait être engagé, par exemple, dès la création? Voilà, c'était un peu ma question. Mais bon. Et je vais répondre au nom du MES parce que, bon, finalement, nous, on a aussi, enfin, on peut vous proposer, on a un outil d'évaluation de l'utilité sociale qui s'adresse en particulier aux porteurs de projets, donc qui s'appelle Evalumip et qui permet sur 5 dimensions justement d'analyser collectivement pour le coup, parce qu'il y a quand même dans les créations d'activités solidaires, il y a une dimension collective importante, donc ça permet de positionner je dirais, dans votre collectif la manière dont vous réfléchissez à votre finalité sociale, votre raison d'être, cette chose-là qu'on veut faire pour transformer la société, qui permet aussi d'interroger la gouvernance que vous souhaitez. Et on sait que c'est pas si évident au départ, hein, c'est un peu complexe comme sujet. Bien évidemment aussi les questions de pratiques responsables, c'est-à-dire pratique responsable au sens large, ça permet de creuser la question des ressources humaines, la question alors qu'on imagine, hein, salariés, bénévoles, mais aussi les questions de pratique responsable d'un point de vue écologique, puisque parfois ce n'est pas intégré. Je fais du social, je ne pense pas à l'écologie, ça arrive, hein, un peu moins maintenant, mais il y a quelques années, c'était le cas. Et puis, une quatrième dimension qui est beaucoup sur la question de l'ancrage socio-économique, c'est-à-dire à la fois le territoire, mais aussi la filière, mais aussi en fait, la manière dont on se connecte, voire éventuellement dont on pense quelque chose qui serait innovant, pas vu avant. Enfin, voilà. On peut tourner autour de l'innovation sociale. Nous, on aime bien dire innovation sociale et citoyenne. Et puis, le dernier point, c'est bien sûr le sujet du modèle économique. Le modèle économique, pour nous, il n'est pas forcément articulé uniquement sur la question monétaire. C'est-à-dire qu'on peut avoir un projet qui crée un emploi, 2 emplois, 3, 10, 20, bon, voilà, ça c'est possible, mais on peut aussi avoir un projet d'utilité sociale qui crée au final peu d'emplois, voire pas du tout, et qui soit d'utilité sociale importante. Voilà, donc on a une vision, je dirais, du succès. On n'est pas uniquement sur le success story, ni uniquement sur l'impact, le modèle économique, comment dire, qui crée tant de TP, où on aime bien les formes hybrides. Donc voilà, donc vous pouvez tout simplement nous contacter et on vous recevra avec plaisir pour travailler avec vous sur ce projet. Ce qui vous permettra après d'aller voir France Active avec quelque chose déjà un peu bâti. Voilà. Merci. Bon, du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on laisse Sylvaine continuer son intervention du côté d'Arnaud Da Silva, si vous voulez vous présenter, ou Nicolas Adam, Lara, Fraisse, vous avez... Non, vous ne souhaitez pas intervenir? Vous pouvez intervenir par chat, hein, sinon. Ok, mais je vous propose donc que, Sylvaine, vous puissiez continuer peut-être ce que vous aviez prévu de nous exposer. Je pense que ce sera important pour nous, si vous en êtes d'accord. Oui, je peux finir. Après, du coup, on a un peu évoqué les différentes choses de toute façon collectivement. Voilà, c'était pour continuer sur les éléments clés des SPG qu'on retrouve à chaque fois. Donc, hop, si je me mets comme ça, c'est bon.
Oui, oui. On ne voit pas d'image, mais c'est parfait. On voit 6 éléments clés, c'est parfait. Alors, allez, ça recommence. OK. Donc, les 6 éléments clés, c'est déjà la vision partagée avec ce qu'on retrouve souvent dans la charte. Mais ça veut dire que en fonction de la norme qui va être définie, on n'aura pas forcément que des maraîchers, on aura aussi, par exemple, de la polyculture, aussi des boulangers. Et du coup, et ça pourrait aller encore au-delà, hein, on pourrait avoir du tourisme. Là, c'est le cas de Nature et Progrès. Mais, et du coup, cette vision-là, elle est quand même très importante, puisque, comme je disais tout à l'heure, on a toujours une marge d'interprétation dans les cahiers des charges. Et de partager quand même la vision politique du projet est fondamentale. Ensuite, la confiance. Donc, la confiance a été définie par IFOAM dans les 6 éléments clés. Alors, ce n'est pas une confiance aveugle où, on se fait confiance, tu travailles bien et voilà, je n'ai pas besoin de t'évaluer. C'est vraiment, il faut le comprendre totalement différemment. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est que si quelqu'un présente effectivement une non-conformité dans sa ferme ou dans son activité, ce n'est pas qu'il a voulu délibérément tricher, c'est qu'il n'a pas réussi. Et ça change complètement la manière d'évaluer. Comme on a l'habitude de dire, en fait, souvent le certificateur tierce partie, il est perçu comme un peu la police qui vient regarder si on travaille bien ou pas. Et en gros, on est coupable avant de montrer qu'on est innocent. C'est cette idée-là. Alors qu'on est quand même sur des gens qui, finalement, produisent mieux que la norme, la réglementation de base. Hein. C'est des gens qui font mieux. Et donc, c'est assez mal accepté. Donc, le SPG, c'est vraiment un changement de paradigme au sens où c'est plutôt l'inverse. On est innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'on est coupable. Et du coup, cette idée de dire que si quelqu'un n'est pas en conformité, c'est parce qu'il n'a pas réussi, ça rend aussi tout le monde responsable de trouver les éléments pour l'aider à réussir. Et donc, c'est en ça qu'il y a de la confiance, c'est de dire la personne, elle est dans le même projet que nous, elle a la même vision, mais parfois, il arrive qu'on n'arrive pas toujours à appliquer tous les engagements. Donc, c'est ça la confiance. Il y a l'horizontalité, donc c'est vraiment cette idée que à la fois de participation, hein, tout le monde participe à la décision, même si ça prend parfois du temps, et aussi de responsabilité partagée. Donc, on va essayer de tourner sur les responsabilités, que ce ne soit pas toujours les mêmes, etc. Et ça permet vraiment déjà de mieux comprendre, si on fait une responsabilité tournante sur ceux qui organisent le SPG une année ou pendant 3 ans, c'est une meilleure compréhension à chaque fois du système. Donc, que tout le monde puisse être responsable de son système. Il y avait aussi, vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'idée que ce ne sont pas que les producteurs qui appliquent les recommandations, les pratiques, qui décident de la norme, mais aussi tout le monde peut y participer. Hein, dans Nature et Progrès, par exemple, ce qu'on dit les consommateurs, mais plus ou les non-pros, les citoyens, finalement, participent à la définition de la norme. Et ça, c'est très important. C'est dire, finalement, c'est nous qui allons consommer, donc nous avons notre mot à dire aussi sur ce qu'on souhaite manger ou utiliser en cosmétique, etc. Donc ça, c'est l'horizontalité. La transparence, c'est vraiment l'idée aussi que les documents, ils sont disponibles, les cahiers des charges sont disponibles en ligne, les différents documents sont disponibles. Ça, c'est important. Il y a aussi une grande confidentialité dans la certification de tierce partie qui rend finalement aveugle. On ne sait pas qui peut avoir des dérogations. On sait très peu de choses. Et d'ailleurs, même nous, quand chercheurs, on demande des éléments à ces certificateurs privés, on n'y a pas accès, quoi. Et du coup, dans les SPG, il y a vraiment cette idée de transparence, puisqu'on est tous dans une démarche de progrès. Alors, les documents doivent être le plus possible transparents. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir aussi parfois de la confidentialité.
Ça, c'est par exemple très vrai sur les transformateurs ou les cosmétiques qui ont des recettes. Et si les recettes sont évaluées, c'est-à-dire les ingrédients sont évalués, tout n'est pas raconté non plus sur justement certaines recettes qui peuvent quand même garder une forme de confidentialité. Et quelqu'un qui vient faire une évaluation, d'ailleurs, signe un engagement de confidentialité aussi. En ce sens, c'est juste pour protéger. Là, on n'est pas dans des pratiques, mais plus voilà, une recette particulière qu'on ne veut pas forcément donner à tout le monde. Enfin, le cinquième élément, c'est la participation. On l'a vu à quel point c'était important, à la fois dans les enquêtes et dans les commissions. Et puis, le processus continu d'apprentissage. Donc ça, ces 6 éléments, on va les retrouver dans les SPG du monde entier. Ce n'est pas que Nature et Progrès. Et à chaque fois, c'est structurant, en fait. Donc, le processus d'apprentissage, c'est à chaque fois qu'on s'enquête, ce n'est pas seulement celui qui est évalué, hein, c'est aussi l'évaluateur qui apprend. On apprend aussi, moi j'ai participé à énormément d'enquêtes, c'est incroyable, toujours, il y a de l'apprentissage qui est véhiculé, même dans les commissions, sur des manières de faire, sur des pratiques, sur des techniques pour lutter contre tel insecte, voilà, et les gens hybrident par leur savoir, ils ne vont pas copier exactement comme le voisin. Ils vont dire, ah oui, mais moi, c'est un peu différent, mais du coup, je vais prendre une partie Et en fait, on innove. C'est vraiment l'innovation paysanne ou l'innovation qu'on pourrait retrouver ailleurs. Donc là, ce que je vous disais, on retrouve des SPG dans le monde entier. Hein. Là, c'est quelques exemples. Aujourd'hui, c'est 235 initiatives dans le monde. Donc ça, c'est la base de données d'IFOAM, justement, qui répertorie les SPG. Et plus d'1 million de producteurs certifiés par SPG. Donc, le Brésil et l'Inde, qui, par exemple, ont reconnu aussi le SPG comme un mode de certification de l'agriculture biologique, ben, ça explose, en fait. Cette demande, il y a une vraie demande sociétale d'être dans ce type d'évaluation et pas une évaluation par tierce partie coûteuse et qui n'amène pas au conseil et à l'amélioration de pratiques. Donc ça, c'était les quelques exemples où parfois, Nature et Progrès ou Certified Naturally Grown aux États-Unis, ce n'est pas reconnu par l'État, donc ils n'ont pas le droit d'utiliser le mot organique, alors que dans d'autres cas, oui, au Brésil, en Nouvelle-Calédonie aussi, puisqu'ils ne relèvent pas de notre règlement européen du bio. Et puis les différents domaines, je vous disais, l'agriculture bio et solidaire, c'est Nature et Progrès. Les variétés techniques de fabrication fleur de perse, c'est farine d'antan avec des variétés, utilise la farine est faite sur meule de pierre, les bâtiments durables, le tourisme équitable qui vient de changer, hein, avant était évalué par les pairs. Et je ne vois pas le bout de ma diapo, mais le commerce équitable aussi. Et c'est pareil, en fait, tout ce qui est tourisme équitable, commerce équitable, ils ont une tendance à quitter l'évaluation par la paire et intégrer de plus en plus de certifications tierce partie. Et notamment, ça s'est beaucoup vu avec l'arrivée de la loi sur l'ESS, finalement, qui a pour la première fois... Les labels du commerce équitable, c'est des labels privés. Il n'y a pour l'instant pas de label public du commerce équitable. C'est un ensemble de labels privés qui sont rassemblés dans une plateforme Commerce Équitable France, qui existe depuis très longtemps, et qui, du coup, négocie parfois avec les ministères pour faire avancer quand même la reconnaissance du commerce équitable. Et quand il y a eu la loi ESS donc de Hamon, vous savez mieux que moi, 2014. Oui, 2014. Ouais, ils reconnaissent ce qu'est le commerce équitable au travers de 3 définitions, hein, pour promouvoir le commerce équitable, notamment dans les commandes publiques, etc. Et du coup, tous les acteurs du commerce équitable étaient quand même ravis de ça, mais ont été obligés finalement d'aller vers de la certification tierce partie, puisque c'était la seule manière d'être reconnu comme un label. Et donc, on voit bien qu'en fait, voilà, là, dans ce cas-là, encore, ça a amené des acteurs qui étaient sur de l'évaluation par les pairs vers une certification marchande, qui n'est pas... Voilà. Ce qui est assez curieux parce que la loi générale, donc du coup, il faut qu'on aille voir de près cette affaire parce que
la loi générale ESS, les acteurs se sont mobilisés pour qu'il n'y ait pas de label ESS, typiquement ESS. Et j'avais pas du tout noté en fait que sur cette filière-là, parce qu'ils doivent répondre à des marchés publics, ils ont dû sautiller de certification externe, quoi. Ça, j'avais pas du tout noté. C'était vraiment l'idée de protéger le terme commerce équitable. Ouais, c'est ça. Et après, sans définir la certification, certains gros acteurs comme les supermarchés et tout puissent s'octroyer le terme commerce équitable sur leur marque propre. Donc, ils ont beaucoup bataillé pour dire il faut que ce soit pas des marques propres privées de supermarchés, mais des labels, donc c'est-à-dire des marques, on appelle ça des marques collectives. Alors, avant, ça s'appelait des marques de garantie, ou non, maintenant, ça s'appelle des marques de garantie, donc c'est-à-dire ouvert à tout le monde, et qui demandent une certification. Or, aujourd'hui, le terme certification en France et en Europe recouvre seulement la certification tiers partie, puisque c'est celle qui est cofraquée. Donc, oui, en fait, ça tire. Enfin, voilà, les mots ne sont pas forcément très explicites, mais de fait, ça mène à ça, quoi. D'accord. Merci. Et c'est un gros débat au niveau de la plateforme française du commerce équitable. Oui. Voilà, j'ai fini. C'est fini? D'accord, très bien. Mais il est 11h45. Est-ce que voilà, vous avez des questions? Parce que là, il nous reste un petit quart d'heure. Si vous souhaitez interagir, Agathe. Ah ben non, Agathe, elle est dans son open space. Non, pas de réaction de la part des centres sociaux. Emmanuel? Je ne sais pas si Emmanuel Buissou, vous avez une question? Non? Non. D'accord. Alors, bon, peut-être, je trouve que le débat a été très intéressant. Donc on a tout à l'heure évoqué la participation des citoyens aux questions d'évaluation. J'aimerais, Sylvaine, que voilà, si on peut se tutoyer, tu nous donnes ton point de vue sur ce sujet-là. C'est-à-dire comment les systèmes de garantie participative, ou toi, ton point de vue en tant que chercheur, comment aujourd'hui on peut penser l'évaluation dès lors qu'on parle d'utilité sociale, d'impact social, donc de changement social, comment on fait avec les parties prenantes que sont la société civile, parce que le sentiment qu'on a au mouvement pour l'économie solidaire aujourd'hui, c'est qu'autour de la notion d'impact social, qui semble résonner comme un mot d'ordre, il y a quand même derrière parfois la question des financements de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est une chose qu'on voit apparaître autour de l'investissement social, etc. Et pour autant, on voit bien donc toujours, on est plutôt sur de l'évaluation externe et certificatrice avec une évaluation tierce partie, comme tu l'as indiqué. Et jamais, finalement, on parle de les gens qui sont finalement l'objet de l'impact social, enfin qui sont l'objet ou qui devraient être le sujet de l'impact social. Donc moi j'aimerais bien que tu t'exprimes là-dessus. Est-ce qu'il y a des expérimentations On a tout à l'heure Emmanuel Buissou nous disait dans les centres sociaux, c'est de fait notre ADN, on intègre, c'est dans l'historique des centres sociaux d'intégrer les citoyens. Donc, qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui existe aujourd'hui comme réflexion autour d'évaluation et implication citoyenne? Voilà ma question. Parce que c'est un vrai enjeu dans l'ESS, en fait. Ouais, l'évaluation, ça reste quand même, dans beaucoup de cas, considéré comme un travail d'expert. Donc la question, c'est de dire, mais de quelle manière, finalement, un consommateur, un usager, un citoyen est expert aussi de cette évaluation. Donc je pense qu'il faut le repenser comme ça. Alors,
et tout le monde a une forme d'expertise. C'est là où, à mon avis, c'est intéressant, c'est effectivement le fait de combiner, d'avoir plutôt une évaluation multi-acteurs pour pouvoir avoir les différents éléments, aussi des éléments techniques de ceux qui mettent en place les pratiques, les pairs. Parce que si on a effectivement que des citoyens en face, on peut manquer de certains éléments de compréhension. Mais par contre, cette évaluation multi-acteurs, je pense qu'elle est très intéressante. Donc, elle se développe. Aussi des collègues qui travaillent un peu sur ça, sur l'évaluation participative de projets ou dans le développement. Donc, ça se développe. Mais voilà, il y a toute la question de la montée en compétence des citoyens, justement, pour avoir ce regard d'expert, de quelle expertise on parle, etc. Mais je pense que ce n'est pas toujours aussi facile à mettre en place, puisque du coup, un expert, il est payé, c'est son travail. Un pair lui-même évalué, donc il va évaluer, on va dire que ça fait partie de son travail. Mais comment mobiliser aussi les citoyens en disant, mais regardez, vous avez aussi votre mot à dire. Donc, travailler aussi sur voilà, le sentiment d'impact que peut avoir une évaluation de citoyen, parce que c'est quand même pas mal à la mode tout ce qui est concertation publique, etc. Mais il y a aussi finalement beaucoup cette idée qu'il y a peu de prise en compte finalement de ce qui est dit par les citoyens. On l'a vu sur la Convention climat, la catastrophe que ça a été. Et du coup, voilà, bien prendre en compte justement comment on peut monter en compétence l'expertise des citoyens qui participent, à la fois auprès de pairs et aussi par leur propre savoir. Et que ce sentiment d'impact, il est vraiment lieu, c'est-à-dire vraiment prendre en compte les apports de ces citoyens. Et je pense que ça, c'est important. Sinon, effectivement, on va avoir des gens qui vont plus y croire, surtout depuis que voilà, c'est partout le mot d'ordre dans les politiques publiques, mais finalement, assez peu derrière, et c'est assez peu appliqué finalement cette concertation, quoi. Donc voilà. Mais bon, je ne suis pas non plus experte de tout ce travail sur les politiques publiques. Très bien, merci. Je vous ai mis dans le chat les références d'un ouvrage que je